à 30 ans de réclusion criminelle pour des crimes commis il y a plus de 20 ans à des milliers de kilomètres de là, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet homme s'appelle Roger Lumbala. Il a été ministre du Commerce de la République démocratique du Congo. Avant cela, il dirigeait un groupe armé qui a mené une opération baptisée « Effacer le tableau ». Ce nom n'est pas une métaphore, c'est une instruction. Effacer tout, les villages, les populations. Mais voici ce que presque personne n'a dit dans les articles qui ont couvert ce procès. Roger Lumbala n'était pas seul. Il faisait partie d'un réseau documenté, nommément dans un rapport officiel remis au Conseil de sécurité des Nations Unies dès 2002. Un réseau qui comprenait des officiers militaires, des hommes d'affaires, des chefs politiques, dont certains sont encore aujourd'hui en liberté, certains au gouvernement, certains conseillers de président. La vraie question n'est pas pourquoi Lumbala a-t-il été jugé en France. La vraie question est pourquoi tous les auteurs de la chaîne de responsabilité dans cette opération Effacer le tableau n'ont-ils pas été jugés. En tant que juriste, je vais vous donner 5 pistes de réponse et je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Première piste de réponse, il existe 2 types de responsabilités en droit international et ils ne fonctionnent pas de la même façon. La responsabilité de l'État d'un côté, la responsabilité pénale individuelle de l'autre. Ce sont 2 régimes totalement distincts. En effet, la responsabilité de l'État ougandais a été établie. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies pour les conflits différents entre États, a condamné l'Ouganda en 2005 pour ses violations en RDC. En 2022, la même Cour lui a ordonné de payer 325 millions de dollars de réparation à la RDC, ce qui est une décision historique. Mais voilà le problème. La Cour internationale de justice ne juge pas les individus, elle juge les États. Donc elle ne peut pas condamner le réseau ougandais que nous avons pu voir, et notamment Salim Saleh ou le président Museveni, à la prison. Elle peut seulement dire à l'Ouganda, vous devez payer. Et c'est ce que l'Ouganda a fait en versement annuel. Pendant que ces officiers restent au poste en liberté et occupent des hautes fonctions de l'État. Pour juger des individus, il faut donc une juridiction pénale et c'est là que les choses se compliquent. La deuxième piste est de s'interroger pourquoi la CPI n'a-t-elle pas poursuivi les officiers ougandais. En effet, la CPI a compétence sur les crimes commis en RDC depuis 2002. Elle aurait pu théoriquement poursuivre les officiers ougandais, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? En effet, quand l'Ouganda a lui-même renvoyé à la CPI la situation concernant la LRA et Joseph Kony, le pays a obtenu en retour un signal implicite, à savoir que la CPI se concentrerait sur la LRA et pas sur les activités de l'UPDF en RDC. Les chercheurs spécialisés ont documenté ce phénomène, c'est ce que l'on appelle la coopération sélective. C'est-à-dire qu'un État va coopérer avec la CPI sur un dossier qui l'arrange politiquement pour neutraliser un autre dossier qui pourrait le viser directement. Il y a aussi un obstacle juridique que l'on appelle le principe de complémentarité. La CPI ne peut intervenir que si l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité de poursuivre lui-même la personne. Or, l'Ouganda a mis en place une commission d'enquête nationale, la commission Porter. Même insuffisante, même marquée, selon le rapport CACEM, de conspiration de silence au sein de l'UPDF, cette enquête nationale a servi de bouclier juridique. Donc, l'Ouganda a pu dire « Nous enquêtons », la CPI s'est inclinée, même si l'Ouganda, effectivement, n'enquête pas sur des affaires nationales de son pays. La troisième piste, c'est la compétence universelle, louable mais structurellement insuffisante. En effet, la compétence universelle, c'est ce qui a permis de juger Roger Lumbala à Paris.
C'est un mécanisme qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, même commis à l'étranger, même s'ils sont commis par des étrangers. Son mérite est réel. Sans la compétence universelle, le procès de Roger Lumbala ne se serait jamais tenu. Mais ses limites sont réelles. Première limite, en France, elle ne s'applique qu'aux personnes qui ont une résidence habituelle sur le territoire. Donc, Salim Saleh réside en Ouganda, Kainda Otafire réside en Ouganda. Ils ne sont pas atteignables par la justice française, sauf s'ils posent le pied en France, ce qui ne risque pas d'arriver. La deuxième limite, c'est un mécanisme d'opportunité, pas un filet systématique. C'est-à-dire que le mécanisme fonctionne quand une victime connaît ses droits, quand une ONG l'accompagne ou quand un juge décide d'ouvrir un dossier. Pour Lumbala, jugé à Paris, combien de responsables restent hors de portée de cette justice universelle? Comme le dit d'ailleurs Jeanne Sulzer, responsable de la commission justice internationale d'Amnesty International France, je la cite, « Quand la France a intégré dans le code pénal la compétence universelle pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides, le législateur s'est empressé de la limiter. » Fin de citation. La quatrième piste. Pourquoi pas un tribunal pénal international dédié à la RDC? En effet, beaucoup de juristes et de militants posent cette question depuis 20 ans et la réponse est à la fois juridique et politique. Sur le plan juridique, créer un tribunal pénal international ad hoc, comme le TPY pour l'ex-Yougoslavie ou le TPIR pour le Rwanda, nécessite une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et les 5 membres permanents doivent voter pour sans aucun veto, à savoir la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Sur le plan politique, c'est là que tout se bloque. L'Ouganda est un allié stratégique des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il contribue aux opérations de paix en Afrique. Le combat des groupes armés en Somalie ou au Soudan du Sud. Donc Washington n'a pas intérêt à pousser pour un tribunal qui viserait des officiers de l'armée ougandaise partenaires de leur propre opération. Les mêmes noms sont dans le rapport CACEM de 2002. Les mêmes personnes sont encore libres en 2026. Je vais maintenant aborder la question que tout juriste qui a suivi ce dossier finit par se poser. Et je vais vous la poser directement. Si l'UPDF, l'armée nationale congolaise, a fourni des armes aux belligérants en RDC, a attisé le conflit ethnique et soutenu le réseau d'élite qui a rendu possible l'opération Effacer le tableau. Si tout cela est documenté dans un rapport officiel remis au Conseil de sécurité de l'ONU, et si le commandant en chef constitutionnel de l'UPDF est le président Yoweri Museveni, pourquoi Museveni n'a-t-il jamais été traduit devant la CPI? Alors, la réponse peut se faire à plusieurs niveaux et aucun d'entre eux n'est satisfaisant sur le plan de la justice. Au premier niveau, il y a le droit international et la responsabilité du supérieur hiérarchique. En droit pénal international, il existe un principe fondamental que l'on appelle la responsabilité du supérieur hiérarchique ou encore la responsabilité du commandement. Ce principe codifié à l'article 28 du Statut de Rome dit ceci. Un chef militaire ou politique peut être tenu pénalement responsable des crimes commis par ses subordonnés s'il savait ou aurait dû savoir que ces crimes allaient être commis et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou les sanctionner. Appliquer ce principe à Museveni est théoriquement possible. Et en tant que commandant en chef constitutionnel de l'UPDF, et compte tenu de la documentation accumulée, les rapports de l'ONU, les conclusions de la Cour internationale de justice, les témoignages, un procureur pourrait argumenter que Museveni aurait dû savoir ce que ses officiers faisaient en RDC, voire qu'il le savait. Mais
Théoriquement possible et juridiquement atteignable sont deux choses très différentes. Le deuxième niveau de réponse, la manœuvre politique de Museveni avec la CPI. Voici ce qui s'est réellement passé. En 2003, le procureur de la CPI annonce son intérêt pour enquêter sur les crimes commis en Ituri. Quelques mois plus tard seulement, Museveni saisit lui-même la CPI, mais pas sur l'Ituri, sur la LRA, l'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony, qui terrorisait le nord de l'Ouganda. Je vais citer la revue Open Global Rights, qui est une publication académique spécialisée sur ce qui s'est passé ensuite. Je cite. La perception est que cette vision étroite des faits est le résultat d'une stratégie de manipulation que le président ougandais Museveni employa avec le procureur de la CPI. Fin de citation. En clair, Museveni a offert à la CPI un dossier facile, la LRA, donc le dossier de l'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony, pour détourner son attention d'un dossier qui aurait pu le viser directement, à savoir les activités de l'UPDF en République démocratique du Congo. Et ça a fonctionné. La même source académique le confirme. Le procureur a délibérément laissé dans l'ombre les acteurs les plus importants, c'est-à-dire les dirigeants nationaux, politiques et militaires en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Rwanda, qui ont apporté un soutien essentiel aux milices. Le troisième niveau de réponse, c'est l'immunité de juridiction du chef d'État en exercice. En effet, il y a un obstacle juridique supplémentaire et il est majeur. Comme Museveni est un chef d'État en exercice depuis 1986, or, en droit international, les chefs d'État en exercice bénéficient traditionnellement d'une immunité de juridiction devant les tribunaux étrangers. Cette immunité est limitée devant la CPI. Le statut de Rome prévoit explicitement qu'elle ne s'applique pas pour les crimes relevant de la compétence de la Cour. Mais pour que la CPI poursuive un chef d'État en exercice, il faut que le Conseil de sécurité renvoie la situation ou que l'État concerné soit partie au statut de Rome et coopère. L'Ouganda a bien ratifié le statut de Rome, mais il a aussi mis en place sa propre division des crimes internationaux, une juridiction nationale, ce qui lui permet d'invoquer le principe de complémentarité pour bloquer l'intervention de la CPI. L'Ouganda dit en clair « Nous avons nos propres mécanismes, la CPI doit s'incliner même quand ces mécanismes ne produisent aucune poursuite réelle contre les officiers concernés. » Le quatrième niveau de réponse, la géopolitique, le verrou final. Même si tous les obstacles juridiques étaient levés, il resterait le verrou politique. Museveni, en effet, est un allié stratégique des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Il a contribué à des opérations de maintien de la paix en Somalie, au Soudan du Sud. Il a été perçu pendant des années comme un garant de stabilité dans une région volatile. Pour que la CPI puisse poursuivre Museveni, il faudrait soit une saisine du Conseil de sécurité où les États-Unis pourraient opposer leur veto, soit que la CPI agisse de sa propre initiative, ce qui peut faire théoriquement, mais ce qu'elle n'a jamais fait contre un chef d'État allié des membres permanents du Conseil. Il faut également noter que Museveni lui-même a développé ces dernières années une théorie rhétorique ouvertement anti-CPI, rejoignant en cela quelques autres chefs d'État africains qui reprochent à la Cour pénale internationale sa sélectivité. C'est une posture stratégique. Elle lui permet de se présenter comme une victime d'une justice néocoloniale tout en neutralisant politiquement les appels à sa comparution.
Et tant que ce système ne changera pas, la vraie question demeurera sans réponse, à savoir pourquoi tous les auteurs de la chaîne de responsabilité dans l'opération Effacer le tableau n'ont-ils pas été jugés? Le verdict du 15 décembre 2025 est historique. Pas parce qu'il met fin à la punité en RDC, il ne le fait pas, mais parce qu'il démontre que l'impunité n'est pas totale, que le temps ne suffit pas à effacer la responsabilité pénale. Il envoie aussi un message à tous ceux qui bénéficient encore d'une protection politique aujourd'hui, à savoir cette protection peut ne pas durer toujours. Les réseaux changent, les gouvernements changent, les résidences changent, et les dossiers, eux, ne ferment jamais. Je cite le rapport MRG dans ses recommandations 2004, 21 ans avant ce verdict. Voici leurs propos. Le procureur de la Cour pénale internationale doit lancer une investigation sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis contre la population bambouti dans le cadre d'une investigation compréhensive de l'ensemble des crimes commis dans l'Est de la RDC. Fin de citation. Cette recommandation n'a toujours pas été pleinement suivie des faits. Et Daniel Périssi de Trial International résume ceci, je le cite. Ces crimes commis il y a 20 ans sont malheureusement très similaires à ce qui se passe actuellement dans l'Est de la RDC. Des milices soutenues par des pays voisins continuent de terroriser les populations voisines. Et tout comme à l'époque, il y a des accords de paix qui ne prennent pas en question les thématiques de la justice, de la réparation, de la dignité, des droits humains. Fin de citation. L'impunité d'hier alimente les crimes d'aujourd'hui. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme. Ce verdict est une étape, ce n'est pas une clôture. Si ce sujet vous a marqué, je vous invite à partager cette vidéo. Pas pour moi, pour les victimes et les survivants qui ont attendu 20 ans pour que leur nom soit prononcé dans un prétoire. Et vous, que pensez-vous de l'affaire Roger Lumbala? Ce procès devait-il se tenir en France ou en République démocratique du Congo? Que pensez-vous du fait que les officiers ougandais du réseau nommé par l'ONU en 2002 n'aient jamais été jugés? Faut-il créer un tribunal pénal international pour la RDC? Dites-le moi en commentaire, je les lis tous et je vous réponds. Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à découvrir 2 autres vidéos sur ma chaîne. La première, le procès du seigneur de Walikale, qui annonce comment certains chefs de guerre pratiquaient des crimes rituels sur les peuples autochtones pygmées bambouti pour obtenir des pouvoirs magiques et devenir invincibles face aux balles. La deuxième vidéo s'intitule « Verdict historique en RDC, le crime de grossesse forcée reconnu comme crime contre l'humanité ». Il s'agit de l'analyse de la condamnation de Munyololo Ndarumanga. Je vous mets les liens en description. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.